Pendant le repas de Noël, ma sœur s'est levée et a annoncé « On a voté et tu ne fais plus partie de la famille ». Tout le monde a applaudi. J'ai ri doucement et j'ai dit « Alors je suppose que vous n'aurez pas besoin de ça ». J'ai posé un dossier sur la table. Au moment où elle l'a ouvert, elle s'est mise à hurler. Avant qu'on découpe la dinde, a dit Nathalie en se levant de sa chaise avec ce sourire suffisant et répété qui était le sien. Il y a quelque chose qu'on doit te dire. Tout le monde s'est tu. Les fourchettes se sont figées en l'air. Mon estomac s'est noué. Je connaissais ce ton. C'était le même qu'elle avait utilisé quand elle m'avait fait punir à 14 ans pour une soirée où je n'étais même pas allée. Nous avons fait un vote de famille, a-t-elle continué, regardant tout le monde autour d'elle comme une reine de beauté sur le point d'être couronnée. Et nous avons décidé que tu ne faisais plus partie de la famille. Un silence, puis des acclamations. Des acclamations. Ma cousine Laura a applaudi comme si elle était à un concert. Mon oncle Michel a levé son verre de vin et a porté un toast. Même ma mère, ma propre mère, a ri et a dit « Eh bien, il fallait bien que quelqu'un le dise ». Je suis resté assis là, figé, les yeux rivés sur mon assiette. La farce avait refroidi, mais mon sang bouillait. Mon père ne m'a même pas regardé, il a juste siroté sa bière et marmonné, c'est probablement mieux comme ça. Waouh, ai-je dit, en reculant lentement ma chaise. Vous avez vraiment répété votre petit numéro. Le sourire de Nathalie s'est élargi. Tu es toxique depuis des années. On en a juste marre de faire semblant. Tu n'es pas de la famille, a ajouté ma mère, en attrapant la confiture d'érelle comme si nous parlions de la météo. C'est unanime. J'ai regardé autour de moi. Personne n'a pris ma défense, pas une seule personne. Bien, ai-je dit tranquillement. Puis j'ai plongé la main dans mon sac. Je me doutais que ça pourrait arriver, ai-je ajouté, en sortant un épais dossier que j'ai déposé délicatement au centre de la table. Le bruit sourd qu'il a fait en atterrissant a coupé court au rire. Nathalie a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai souri, me suis adossée à ma chaise et j'ai croisé les bras. Pourquoi tu ne regarderais pas par toi-même? Elle l'a attrapé et l'a ouvert d'un coup sec. Sa bouche était déjà tordue dans ce petit sourire narquois qu'elle arborait toujours quand elle pensait avoir gagné. Puis elle a tourné la première page et a cessé de sourire. Son visage est devenu blême. Ses yeux ont balayé la page suivante, puis la suivante. Puis elle a hurlé, je veux dire un cri digne d'un film d'horreur, à vous glacer le sang. Sa chaise s'est écrasée derrière elle alors qu'elle se redressait d'un bond, refermant le dossier violemment comme s'il lui avait brûlé les mains. Espèce de monstre, a-t-elle crié. Grand malade tordu. Des hoquets de surprise ont résonné autour de la table. Julien, son mari, a arraché le dossier et l'a ouvert. Puis sa mâchoire est tombée. Il m'a regardé. C'est. J'ai hoché la tête une fois. C'est entièrement vrai, ai-je dit. Chaque mot, chaque reçu, chaque capture d'écran. La table est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. La bouche de ma mère s'est ouverte, puis refermée, comme un poisson cherchant de l'air. Vous étiez si sûr que je ne riposterais pas, ai-je dit en me levant lentement. Si sûr que je resterais le garçon tranquille, le paillasson, la vache à lait. Mais devinez quoi? Je me suis penchée, regardant Nathalie droit dans les yeux. Votre petit spectacle, il est terminé. Vous voulez savoir ce qu'il y avait dans le dossier? J'y viendrai. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Parce que Nathalie ne s'est pas réveillée un matin en décidant que je n'étais plus de la famille. Cette décision s'est construite au fil des ans. Brique par brique, commentaire par commentaire, trahison par trahison. Je n'ai jamais été leur préférée. Loin de là. Nathalie était la star, la fille en or, de bonnes notes au lycée, un grand sourire, elle savait comment charmer son monde. Elle pouvait mentir droit dans les yeux de quelqu'un et faire en sorte qu'on la remercie pour ça. Moi, par contre, j'étais calme, réservée. Je n'avais pas besoin d'attention, et il détestait ça. Il prenait mon silence pour de la faiblesse. J'ai quitté la maison à 18 ans, après mon bac, j'ai payé moi-même mon école de commerce en faisant des petits boulots, je n'ai jamais demandé d'aide. Pendant ce temps,
Nathalie a raté 2 fois sa première année de fac, est partie 6 mois en Australie avec un sac à dos pour se trouver, puis est rentrée et a épousé Julien, le cliché parfait du jeune cadre dynamique. Le mariage, j'en ai payé la moitié. Mes parents ne pouvaient pas se le permettre, mais ils ont quand même réussi à se payer une croisière de 2 semaines juste après. Je ne me suis pas plaint. Jamais. Même quand ils blaguaient en disant que j'étais le comptable de la famille, j'ai continué à aider, payer les implants dentaires de papa, envoyer de l'argent quand maman disait que la facture de chauffage était en retard. J'ai même couvert une partie des frais de scolarité de ma cousine Laura quand elle a raté une bourse de peu. Il disait toujours « merci », bien sûr, mais avec ce ton. Celui qui disait « évidemment que tu aides. Tu n'as pas ta propre famille. » Et c'est peut-être ça qui a tout déclenché. Voyez-vous, je suis célibataire. Pas d'enfant, pas de conjointe, pas de drame. Juste moi, mon travail, et mon chien. Et à leurs yeux, cela signifiait que je n'avais rien de mieux à faire que de financer leurs galères. Nathalie, en particulier, me traitait comme sa police d'assurance personnelle. Quand Julien a perdu son emploi, c'est moi qu'elle a appelé en premier. Juste un petit prêt. Quand sa voiture est tombée en panne, tu gagnes un salaire à 6 chiffres. C'est quoi 2000 €? Quand son gamin a eu besoin d'un psychologue et que la mutuelle ne couvrait pas. Oui. Devinez qui elle a appelé? J'ai toujours aidé. Toujours. Parce que je me disais que c'était la famille. Mais l'aide s'est transformée en obligation, puis en attente, puis en exigence. Ça a commencé par de petites piques, des blagues assassines au dîner. Oh, tu as apporté du vin. Ça doit être bien de pouvoir s'offrir du bon vin. Bien sûr, tu es en avance. Tu n'as pas d'enfant dont il faut t'occuper. J'aimerais bien pouvoir travailler tard tous les soirs pour éviter mon mari, moi aussi. Puis c'est devenu plus méchant. Tu es si froid. C'est peut-être pour ça que tu es toujours seul. Tu ne comprends pas le vrai stress. Tu n'as pas une vraie vie. Tu es juste aigri que personne n'ait besoin de toi. Sauf qu'ils avaient constamment besoin de moi, financièrement, discrètement, en privé. Et puis est arrivé le SMS. Nathalie, salut, tu peux te porter garant pour un prêt professionnel? Julien et moi voulons ouvrir un café concept bien-être. Moi, non. Nathalie, waouh, sérieusement? Puis le silence. C'était il y a 3 mois. Depuis, on m'a fait la tête. Maman a cessé d'appeler. Papa répondait par des messages d'un seul mot. Personne ne m'a invité au dernier repas de famille. Nathalie m'a bloqué sur les réseaux sociaux après avoir posté une story sur le fait de « couper les ponts avec les gens toxiques ». Mais je ne suis pas restée à me morfondre. Au lieu de ça, j'ai commencé à rassembler les preuves, littéralement. Voyez-vous, je garde des archives, les virements bancaires, les emails, les captures d'écran, les dates. Je ne suis pas stupide. Et rien qu'au cours des 5 dernières années, j'avais envoyé plus de 70 000 € à divers membres de la famille. 70 000 €. 8 000 € pour la cure de désintoxication de Julien, 2 300 € pour les soins dentaires d'urgence de Nathalie, qui se sont avérés être la pose de facettes dentaires purement esthétiques, 1 500 € pour l'opération du dos de mon père, 12 000 € pour les dettes de carte de crédit de ma mère, 6 000 € pour les frais d'installation de Laura pour ses études. 4 500 € pour une urgence familiale qui s'est révélée être un voyage à l'île Maurice. Et pas une seule fois, l'un d'eux n'a proposé de me rembourser. Ils ont juste pris. Et quand j'ai arrêté de donner, ils ont décidé que j'étais le problème. Alors j'ai fait le dossier. À l'intérieur, chaque confirmation de virement, chaque email et SMS de demande d'argent, des captures d'écran de Nathalie me traitant de manipulateur auprès de son ami parce que j'avais dit non pour le prêt, une chronologie de chaque paiement majeur que j'avais fait ces 5 dernières années, et en guise de cerise sur le gâteau, des copies de publications Facebook et Instagram où il se moquait de moi. J'avais des captures d'écran de Nathalie me traitant de « vache à lait sans colonne vertébrale » dans un fil de commentaires privés auquel elle ne savait pas que j'avais accès. Donc oui, c'est ce qu'elle a vu quand elle a ouvert le dossier. C'est ce qui l'a fait hurler. Parce que Nathalie n'était pas juste exposée. Elle était démantelée, fait par fait, ligne par ligne,
page par page. Pendant que le reste de la famille réalisait ce qu'ils avaient fait. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. Julien, il a fixé la ligne qui disait 4 200 € pour couvrir la carte de crédit de Nathalie utilisée dans un hôtel à Deauville avec une certaine Alice, et a juste dit « C'est quoi ça ?» Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne me défendais pas. Je leur montrais simplement la vérité. « Tu as gardé des archives ?» a finalement dit ma mère, la voix tremblante. De tout. Je me suis tournée vers elle, plus calme que jamais. Vous n'aviez jamais de mémoire, alors il fallait bien que quelqu'un s'en souvienne. Nathalie était toujours debout, toujours pâle, les poings serrés sur les côtés. Ses yeux passaient de Julien à moi, puis au dossier. C'est une violation de ma vie privée, a-t-elle craché. Tu n'avais pas le droit de. Pas le droit, ai-je dit en me levant lentement. Tu viens de te tenir devant toute cette famille pour déclarer que je n'en faisais plus partie. Vous avez tous applaudi. Et maintenant tu es contrarié que je sois venu préparer ? Julien a tourné une autre page du dossier. C'est quoi cette histoire à Deauville ? A-t-il demandé, la voix tendue. La tête de Nathalie s'est brusquement tournée vers lui. Ne commence pas, qui est Alice ? A-t-il continué. Pourquoi étais-tu dans un hôtel pendant 3 nuits avec ma carte de crédit ? Son silence était plus éloquent que n'importe quelle réponse. Attendez, a interrompu ma mère, levant les mains. Est-ce qu'on peut tous se calmer et être raisonnable ? Bien sûr, ai-je dit. Soyons raisonnables. Parlons du jour où tu m'as traité de parasite tout en encaissant le chèque que je t'avais envoyé. Elle a cligné des yeux. Ce n'est pas juste. Nous étions stressés. Non, ai-je claqué. Vous étiez stressé et je vous ai tiré d'affaire. À chaque fois. Et la seule fois où je dis non, je deviens soudainement l'ennemi. Mon père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement parlé. Tu en fais toute une histoire. Je me suis tournée vers lui, et ma voix a baissé. Tu les as laissés me faire ça pendant des années. Tu savais. Tu l'as vu. Tu l'as entendu. Et tu as laissé faire parce que c'était plus facile que de leur tenir tête. Il n'a pas nié. Nathalie a frappé la table de la main. Tu es juste aigri parce que plus personne n'a besoin de toi. Faux, ai-je dit froidement. Je ne suis pas aigri. J'en ai juste fini. Elle a laissé échapper un rire amer. Tu es pathétique. Tu sais à quel point tout ça a l'air dramatique ? Apporter un dossier, imprimer des captures d'écran. Tu penses que ça fait de toi la victime ? Tu prouves juste que tu es un maniaque du contrôle. Et tu prouves juste, ai-je dit, que tu ne t'es soucié de moi que lorsque je payais tes factures. N'essaie pas de jouer les martyrs, a-t-elle crié. Tu as choisi d'aider. Tu n'étais pas obligé. Et pourtant, ai-je dit en m'avançant, tu l'attendais à chaque fois, jusqu'à ce que ce ne soit plus de l'aide. C'était un devoir. Et quand j'ai arrêté, vous m'avez exclu. Ma voix s'est brisée, non pas de tristesse, mais de rage. Tu ne voulais pas un frère. Tu voulais un portefeuille sur pattes. Julien s'est levé à son tour, tenant le dossier. Est-ce que c'est vrai ? A-t-il demandé en regardant Nathalie. Tout ça ? Nathalie l'a regardé, et pour la première fois, elle n'avait pas de répartie. Pas de fausses larmes, pas de dérobade, juste le silence. Tu m'as menti, a-t-il dit. Sur l'hôtel, sur l'argent. Sur lui. Tu as fait croire qu'il était fou. Je devais le faire, a-t-elle explosé. Il montait tout le monde contre moi. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Tu as fait ça toute seule. Le silence est revenu dans la pièce. Puis ma mère s'est penchée en avant et a tenté une dernière fois. Sa voix s'est adoucie. Écoute, chérie. Nous avons peut-être surréagi, mais nous sommes toujours une famille, et les familles se disputent. Mettons ça derrière nous. Je l'ai coupé. Vous ne m'entendez pas, elle a cligné des yeux. Quoi ? Je ne demande pas la paix. Je ne demande pas le pardon. Je vous dis que j'en ai fini. Nathalie a ricané. Oh, arrête de faire comme si c'était un grand moment. Tu as déjà dit ça.
Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas comme ça. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau et j'en ai sorti une autre enveloppe. Quoi encore? A demandé mon père, visiblement épuisé. Je l'ai jetée sur la table. Julien l'a attrapée avant qu'elle ne glisse. Il l'a ouverte. A lu la première ligne. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que c'est? A-t-il murmuré. J'ai répondu pour lui. Des formulaires de procuration générale pour maman. Révoqué. Désignation comme personne de confiance. Révoqué. Contact d'urgence. Supprimé. J'ai déjà signé les papiers. Je ne suis légalement et émotionnellement plus responsable pour aucun d'entre vous. Ma mère a eu un hoquet. Tu coupes les ponts complètement? Complètement, ai-je dit. À partir de maintenant. Tu es égoïste, a-t-elle dit, des larmes se formant maintenant. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours ta famille. Je me suis tournée vers elle, et ma voix a de nouveau baissé, calme, définitive. Non, vous ne l'êtes pas, j'ai attrapé mon manteau, les ai regardés une dernière fois, et je suis sortie, les laissant au milieu du dîner de Noël, stupéfait et sans voix, entouré de plats froids et de vérités laides. Je suis sortie, et je ne me suis pas retournée. Non pas parce que ça ne faisait pas mal. Ça faisait mal. Mais en fermant la porte derrière moi, en descendant de leur perron et en entrant dans l'air froid de la nuit, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Je ne suis pas rentrée directement chez moi. Je me suis garée près de l'étang où j'allais quand j'étais gamin, l'endroit où mon père m'emmenait pêcher. Je suis restée assis là en silence, à regarder l'eau calme, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Rien ne me tirait, pas de culpabilité, pas de pression, personne n'attendant un chèque, un service ou une faveur. Juste la quiétude. Le lendemain matin, le silence. Le jour d'après, toujours rien. Mais le troisième jour, les messages ont commencé. D'abord, ma mère, un appel manqué, puis un autre, puis un message vocal. Tu le penses vraiment? Nous étions en colère, mais nous sommes toujours ta famille. Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les SMS de Nathalie. Tu ne réalises même pas ce que tu as fait. Julien demande le divorce. Tu es content? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez toi. Puis mon père, tu es allé trop loin. On a tous dit des choses qu'on regrette, mais ce que tu as fait, c'est l'arme nucléaire. Ta mère est anéantie. Viens arranger ça. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Et honnêtement, je pensais que je me sentirais coupable. Je pensais que je me retournerais dans mon lit la nuit, me demandant si j'étais allé trop loin. Mais au contraire, j'ai dormi mieux que jamais depuis des années. Fini de décortiquer chaque SMS. Fini d'attendre la prochaine catastrophe. Fini les demandes d'argent tard le soir, les chantages affectifs déguisés en urgence. Pour la première fois en une décennie, je pouvais m'entendre penser. J'ai commencé à me lever tôt, à aller courir, à préparer mon café lentement. J'ai pris des rendez-vous que je repoussais depuis des années. Dentiste, médecin, même un psy. Pas parce que j'étais brisée, mais parce que j'avais enfin le droit de prendre soin de moi. J'ai réécrit mes contacts d'urgence. Retiré mes parents. Changé mes mots de passe. Bloqué tous les comptes joints auxquels ils avaient accès. Bloqué Nathalie sur toutes les plateformes. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de tourner la page. Une semaine après Noël, j'ai reçu un SMS de Laura, ma cousine, celle qui avait applaudi quand il m'avait exclu. Je ne savais pas que tu avais payé mes frais de scolarité. Je suis désolée. J'ai suivi le mouvement. Tu as toujours été celui qui aidait vraiment. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai lu 2 fois. Puis une autre surprise. Un message de Julien. J'ai lancé la procédure. Tout ce qu'il y avait dans ce dossier s'est vérifié. Elle a trompé, menti, manipulé. Pas seulement toi. Moi aussi. Il a ajouté, tu as fait ce qu'il fallait. J'aurais dû partir plus tôt. Je ne m'y attendais pas, mais ça m'a touché.
Quelques jours plus tard, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai postulé pour un poste dans une autre ville. Pas parce que je fuyais, mais parce que j'étais enfin libre. Fini les, tu devrais rester près de la maison. Fini les, qui s'occupera de si tu pars? J'ai commencé à renouer avec des amis que je n'avais pas vus depuis des années. Des gens dont je m'étais éloignée parce que j'étais toujours trop occupée avec les affaires de famille. Et le plus fou, c'est que certains d'entre eux avaient vu ma publication sur Reddit. Ils m'ont contacté juste pour dire « Nous sommes fiers de toi ». C'était courageux. Personne n'a demandé d'argent. Personne ne m'a culpabilisé. Personne n'a essayé de déformer les faits. Juste du soutien. Simple, honnête, pur. Quelqu'un m'a demandé « Tu ne le regrettes pas ?» J'ai réfléchi une seconde et j'ai répondu « Je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Je pensais que c'était la fin. Et d'une certaine manière, ça l'était. Mais avec des gens comme eux, rien ne se termine jamais proprement, surtout quand ils commencent à ressentir les conséquences de votre absence. Les premières semaines après Noël furent calmes, d'un calme magnifique, presque étrange. Pas d'appel, pas de culpabilité, juste la paix. Jusqu'à l'approche du prochain Noël. Le 22 décembre, j'ai reçu un SMS de ma mère. Juste une photo. C'était leur salon, décoré de chaussettes de Noël, un sapin à moitié décoré, et au premier plan, un immense espace vide là où ils empilaient habituellement les cadeaux. « Ce n'est pas pareil sans toi », disait la légende. Chloé n'arrête pas de demander pourquoi tonton ne vient pas cette année. Je l'ai fixé longtemps. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste le même sous-entendu manipulateur. Regarde ce que tu as fait. Regarde à qui tu fais du mal. Je n'ai pas répondu. Le 23 décembre, Nathalie a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner. Puis elle a envoyé un message. Je sais que j'ai merdé, mais tu n'as pas à punir tout le monde. Passe juste pour Chloé. Tu lui manques. 2 minutes plus tard, aussi, maman et papa sont en retard sur leur crédit immobilier. Je sais que tu t'en fiches maintenant, mais la banque a appelé aujourd'hui. Je pensais que tu voudrais savoir. La voilà. La demande. Toujours cachée dans une couverture de culpabilité. Toujours enrobée d'une fausse douceur, mais ça se terminait toujours de la même manière, par une requête. J'ai bloqué le numéro. Le 24 décembre. Un autre SMS, cette fois de papa. Tu as fait passer ton message. On a compris. Mais trop, c'est trop. On a besoin d'aide. On est toujours de ton sang. Ce soir-là, je me suis assis seul près de la cheminée avec un verre de vin. J'ai regardé mon petit appartement. Pas de sapin, pas de bruit, juste moi et le silence dont il disait toujours qu'il me détruirait. Et pour la première fois de ma vie, j'étais reconnaissant pour ce silence. Mais ça ne s'est pas arrêté là. En janvier, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché par habitude. Monsieur Damien, a demandé une voix d'homme. Oui. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Marc, a-t-il dit. J'appelle de la part de votre père. Il a mentionné que vous étiez le principal gestionnaire des affaires familiales. Je me suis figée. J'ai révoqué ce rôle il y a 2 mois, ai-je dit. Cela a été finalisé par le notaire de la famille. Mon nom a été retiré de tout. L'homme a fait une pause. Je vois. Votre père a dit qu'il ne pouvait pas vous joindre directement et m'a demandé d'explorer les options. Ils sont dans une situation délicate. Bien sûr qu'ils l'étaient. Nathalie et mes parents avaient épuisé leurs options. Le distributeur automatique était fermé. Le filet de sécurité avait disparu. Maintenant, ils essayaient de faire preuve de créativité. J'ai raccroché sans un mot de plus. Mais le coup de grâce est arrivé en février. J'ai reçu une enveloppe par la poste. Écrite à la main. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu instantanément l'écriture de ma mère. À l'intérieur, une lettre de 3 pages. La première page ne parlait que de regrets. Nous avons dit des choses sous le coup de la colère. Tu as toujours été le plus fort. Nous n'avions jamais réalisé à quel point nous comptions sur toi.
La deuxième page se tournait vers la culpabilité. La santé de ton père n'est pas bonne. Nathalie est complètement seule maintenant. Nous sommes inquiets pour Chloé. Elle a du mal. Et la troisième page, c'était l'hameçon. Nous vendons la maison, mais notre crédit est plus élevé que sa valeur. Nous avons juste besoin d'un petit coup de main pour traverser cette épreuve. Ensuite, nous ne te demanderons plus jamais rien. S'il te plaît, Damien, fais-le pour ton père. Fais-le pour la famille. Je suis restée avec la lettre un moment. Je me suis laissé ressentir chaque once de ce qu'il voulait que je ressente. Le poids de la responsabilité, la piqûre de l'obligation, le besoin lancinant de réparer ce qui était cassé. Puis j'ai plié la lettre, je me suis levée, je suis allée à la cuisine et je l'ai jetée à la poubelle. La vérité, c'est qu'il ne demandait pas de l'aide. Il demandait à nouveau l'accès. Il ne voulait pas que je réintègre la famille. Il voulait la version de moi qui ne disait pas non. Celui qui payait en silence, se sacrifiait en silence, souffrait en silence. Mais cette version de moi, elle n'existe plus. Je ne suis plus leur bouc émissaire. Je ne suis plus leur poule aux œufs d'or. Je ne suis pas le ruban adhésif qui maintient une maison brisée. J'en ai fini. Et la partie la plus terrifiante pour eux, je me porte très bien sans eux. J'ai trouvé un nouveau travail, déménagé dans une nouvelle ville, un appartement plus grand, une page blanche. J'ai commencé à faire du bénévolat le week-end, non pas parce que quelqu'un avait besoin de moi, mais parce que j'en avais envie. J'ai construit une vie où personne ne m'appelle à 23 heures pour couvrir une erreur qu'ils refusent d'assumer. Où je ne suis pas punie pour mon indépendance. Où la gentillesse n'est pas utilisée comme un levier. Je ne regrette pas de les avoir aidés, mais je regrette le temps qu'il m'a fallu pour arrêter. Vous voulez savoir ce qu'est la vraie paix ? Ce n'est pas d'être entouré par sa famille. C'est d'être libéré des gens qui ne vous appellent, famille, que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Mise à jour, quelques mois plus tard. Je ne pensais pas que cette publication attirerait l'attention. Honnêtement, j'avais juste besoin de le dire, de le mettre quelque part. Mais j'ai lu chaque commentaire. Les gens qui ont dit « Tu as été courageux, ils ne te méritent pas. » Merci. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de l'entendre jusqu'à ce que je le lise. Et pour les quelques-uns qui ont demandé « Et s'il change ?» Je me suis posé la question aussi. Ça fait quelques mois maintenant. Ils n'ont pas changé. Après que j'ai coupé les ponts, après le dossier, après les cris, le silence et les lettres, je pensais que peut-être, juste peut-être, quelqu'un comprendrait. Qu'il réfléchirait. Qu'il dirait « Nous sommes désolés ». Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont tus un moment. Puis ils sont devenus stratégiques. Puis désespérés. Puis de nouveau odieux. Mais moi, je suis devenu libre. Depuis, j'ai déménagé. J'ai un travail qui ne m'empêche pas de dormir. J'ai commencé une thérapie. Une vraie thérapie. Le genre où on arrête d'essayer de réparer tout le monde. Et où on apprend enfin à être bien avec soi-même. Je cuisine pour moi maintenant. Je dors mieux. Je sors plus. Je ne sursaute pas quand le téléphone vibre. Et oui, parfois je pense à Chloé, à ce qu'on lui apprend, à ce qu'elle grandira en croyant être normale. Mais je sais aussi ceci, j'ai été l'exemple de quelqu'un qui a finalement dit « ça suffit ». Il y a quelques jours, j'ai reçu une autre lettre, manuscrite, de ma mère. Il y avait 3 mots. On est toujours une famille. Pas de contexte, pas d'excuses, pas de changement. Juste le même vieil hameçon. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, juste rien. Je l'ai jeté et j'ai préparé le dîner. Alors me revoilà ici, parce que cet endroit m'a apporté une clarté inattendue. Des inconnus m'ont vu plus clairement que mon propre sang ne l'a jamais fait. Alors, voici ce que je veux demander. Ai-je bien fait ? De couper les ponts, de lâcher ce poids, de dire non et de le penser. Ai-je été trop froid ? Ou en avais-je simplement eu assez d'être le seul à tout faire tenir ? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Pour la première fois de ma vie, je ne survis pas. Je vis. Merci de m'avoir lu. D'être toujours à l'écoute.